Bonjour madame et monsieur, bienvenue sur TV Touba pour cette nouvelle édition et pour cette saison toujours en Nouakchott, en Mauritanie. Donc cette fois-ci nous sommes avec une femme, une dame très investie, Dieynaba Ndiom. Dieynaba, bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation, sincèrement. Et ça compte énormément parce que, voilà, personnellement, j'aime et je veux donner de la place aux femmes et surtout aux femmes engagées et pour servir de modèle à nos filles. Donc, et vous en faites partie de ces femmes-là, des femmes engagées qui peuvent être modèles pour nos filles. Donc, d'où mon assistance pour vous avoir avec nous sur notre chaîne TV Touba. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, moi c'est Dieynaba Ndiom. Merci à TV Touba pour l'invitation. Merci d'avoir pensé à ma modeste personne. Alors moi c'est, comme je disais, c'est Dieynaba Ndiom. Je suis militante féministe et aussi femme politique. Je suis sociologue aussi de formation. Voilà. Et puis merci, c'est très rapide, très clair. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. Et Dieynaba, comme vous disiez dans votre présentation, en fait, vous êtes femme militante et féministe. Ouais. Donc, vous êtes militant pour les droits des femmes. Mais j'aimerais savoir, il y a quelque chose que moi je me pose comme question et que je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs aussi qui se posent comme question. C'est quoi la différence entre féministe et féminisme? Parce que souvent en fait on a ces débats-là sur les réseaux sociaux que moi personnellement j'arrive pas à vraiment différencier. Qu'est-ce que vous pouvez moi je pense que c'est deux lois en fait qui... Le féminisme en fait c'est le courant elle-même, c'est le courant lui-même plutôt. C'est le courant lui-même, c'est-à-dire en fait tout ce qui enveloppe en fait le mouvement en fait, puisque c'est un mouvement social en fait. On peut en trouver ici, on peut en trouver aussi ailleurs, en Asie, en Europe, en Afrique, un peu partout. Donc c'est un ensemble de mouvements et ce courant-là, cette idéologie-là, cette forme de pensée, on appelle ça le féminisme. Voilà. Et toi, si tu veux t'identifier à ça, ou que toi tu es en fait par rapport, tu es membre de ce mouvement, ou que tu te reconnais dans ce mouvement, tu te dis féministe. Donc voilà, le féminisme c'est le courant, le féministe c'est la personne elle-même. Voilà. Et donc il n'y a pas d'opposition entre ces deux termes-là en fait? Absolument pas, c'est comme dire la politique et un politicien. Donc la politique en fait c'est tout ce qui régit la cité entre autres. Et le politicien ou l'homme ou la femme politique c'est quelqu'un qui le pratique ou le vit et qui, suivant ses principes, essaie aussi de changer la cité. Donc c'est un peu ça. Et donc je vais rentrer un peu plus dans le sujet qui fâche. Et souvent on voit aussi un débat qui revient très souvent et dans le milieu du féminisme ou des féministes, c'est-à-dire l'africanisme ou l'africanité et le féminisme. C'est-à-dire, souvent on oppose les deux en fait. C'est-à-dire on ne peut pas être une militante panafricaine ou en tout cas complète et être féministe. Donc comment en tant que femme militante et panafricaine, qui le dit? Qui dit que c'est une opposition? C'est pas du tout une opposition, c'est deux combats qui se valent en fait. C'est deux combats qui se valent et qui ont leur raison d'être dans nos sociétés et dans notre milieu socio-culturel. Être panafricain, c'est une revendication, c'est un retour aux sources, c'est plein de choses. Parce que si, dans ces sous-bassements, c'est par rapport aux normes sociales qu'on a, qui doivent aussi être changées. Et dans un système aussi patriarcal et une société aussi conservatrice que la Mauritanie, le féminisme a sa raison d'être. Donc voilà, le féminisme et le panafricanisme, ce n'est pas des combats qui sont opposés du tout. En fait, les deux combats se valent et ont leur lieu d'être. Une personne peut bien et très bien être panafricain et être aussi féministe. Donc voilà. Et est-ce que les demandes de féministes africains, panafricaines, est le même que les demandes de féministes occidentaux ou occidentales? Bon, sur les bases, oui. Sur les bases, oui, parce que en fait, toutes les femmes du monde, quel que soit là où elles sont, quel que soit leur pays, leur région, ou je ne sais pas quoi qu'on puisse dire, les femmes demandent l'émancipation. Les femmes demandent de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Les femmes demandent l'égalité sur les droits.
Donc, puisque en fait, on a ça comme étant des principes de base, donc on peut se dire quelque part que les féministes dans le monde ont à peu près les mêmes principes. Maintenant, sur la réalisation, c'est-à-dire sur le terrain, en fait, comment nous, on a par exemple, disons, des contraintes socioculturelles qui sont proprement liées à nous, qui n'ont rien à voir avec, par exemple, une femme suisse. Vous voyez? Donc, puisque les réalités socioculturelles diffèrent, puisque les milieux aussi diffèrent, donc les femmes n'ont pas souvent aussi les mêmes besoins ou n'expriment pas les mêmes priorités sur les changements auxquels elles aspirent. Donc, les féministes ou le combat féministe a beau avoir des principes universels ou en tout cas tous les subversements sont connus et partagés par toutes les femmes ou toutes les femmes et hommes féministes du monde, la réalisation peut différer, les états peuvent différer, les demandes peuvent différer, les besoins peuvent différer. Je donne un exemple très simple, hein. Je ne sais pas, il y a combien d'années en Arabie Saoudite, par exemple, il y a quelques années aussi, les femmes demandaient à juste conduire une voiture. Donc c'était juste ça, en fait, leur revendication. Vous venez ici en Mauritanie, peut-être qu'aujourd'hui, les femmes demandent une loi qui protège contre les violences faites aux femmes. Vous allez en France, ça peut être autre chose. Vous allez en Asie, ça peut être autre chose. Malgré que les principes soient les mêmes, les priorités ne sont pas les mêmes. Les activités ne sont pas menées de la même manière. Les démarches ne sont pas les mêmes. Et chaque pays essaye de faire en sorte en fait que le combat ressemble le plus possible aux besoins des gens sur lesquels en fait le combat sur lequel on croit. Voilà. Et aussi du fait que par rapport sachant qu'on est en Mauritanie et on est des musulmans, en tout cas bon, on aspire. En tout cas, voilà, maintenant le reste c'est ça voilà, ses convictions. Et on dit aussi souvent que le combat féminisme ou féministe va en contresens de l'islam. Et souvent, on voit des écrits des gens, parce qu'on se suit sur les réseaux sociaux, donc voilà. Et je suis aussi d'autres militantes, et souvent, je vois des commentaires qui vont dans le sens où, voilà, vous êtes là, vous voulez renier notre religion. Donc, comment vous prenez ça, et comment vous l'interprétez, et qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là, à ces personnes? Vous savez, les gens sont très imaginatifs, hein, sont très fertiles dans tout ce qui est contradiction. Et ici en Mauritanie particulièrement, à chaque fois qu'une personne veut contredire un combat ou quelque chose comme ça, les gens vous ramènent à la religion, souvent. Même souvent, c'est pas du tout juste, souvent, c'est même pas en fait vrai ce qu'ils disent, mais on a toujours la religion comme moyen en fait de, je sais pas, je dirais pas moyen de pression, mais beaucoup utilisent la religion à des fins. Vous allez voir sur les questions. Le combat, en fait. Voilà. Vous allez voir que sur le combat de l'esclavage, c'est la même chose. Les gens vont vous brandir la religion, vous sortir des hadiths par-ci, par-là. Vous parlez de n'importe quel sujet, les gens vont vous sortir quand même la religion. Mais il faut savoir en fait que le combat féministe, il ressemble, je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que même pour les détracteurs des gens qui sont en Mauritanie, qui disent les féministes ceci, les féministes cela, ils sont incapables de dire en fait, ou de nous dire en fait, telle activité féministe s'est passée ici en Mauritanie, à Sebkhawa, Elmina, cette activité est en contradiction avec la religion. Ils ne peuvent pas. Donc c'est souvent en fait de l'imagination, des gens qui parlent comme ça dans le vide, mais qui, sur des faits concrets, si tu leur demandais en fait concrètement qu'est-ce que les féministes en Mauritanie ont fait de contradictoire avec la religion, ils ne sauraient pas te donner un exemple. Donc en fait, c'est des spéculations. C'est des gens qui parlent parce qu'ils aiment contredire, ils aiment débattre. Et souvent, ils vont aller prendre des exemples par-ci, par-là, qui n'ont rien à voir avec le contexte mauritanien, ça c'est de un. De deux aussi, ils vont aller, je ne sais pas comment dire, aller dans des débats qui sont même infructueux débats, mais juste en fait pour pouvoir contraindre les gens, pour pouvoir détracter certains combats. Mais sur les faits, d'une manière palpable, personne, ou en tout cas je défie quiconque, qui me dit en fait de, voilà, vous les féministes, vous avez fait tel, vous avez revendiqué tel en Mauritanie qui est en contradiction avec la religion. J'attends qu'on montre en fait cette activité ou cette action. Donc, en tout cas. Mais en tout cas, vous pouvez toujours mettre vos commentaires en bas de la vidéo. Merci. Donc, et vos contradictions aussi, et vos preuves aussi, si besoin. Je pense que Djeneba, elle n'aura pas du mal à avoir accès. Et je me forcerai de faire passer, si besoin, les messages. Donc, Djeneba, on est, comme je disais quelques minutes auparavant, on est en Mauritanie. Et la Mauritanie,
est un pays entre deux mondes, des univers, des cultures. Absolument. On peut dire ça. Négro-africaine, arabo-berbère, occidentale et africaine. Ouais. Donc voilà. Et aujourd'hui, au niveau de la Mauritanie, et avec ses particularités, quelle place la femme occupe réellement en fait? Parce que nous, en fait, moi, en tant que quelqu'un d'extérieur, quand je viens ici, j'ai l'impression que la femme mauritanienne a quand même pas mal de droits ou de libertés, mais quand on regarde en profondeur, on se dit aussi que... Voilà. Il y a le problème. Bon, en fait, je pense que la femme mauritanienne, qu'elle soit en fait issue du milieu arabo-berbère, qu'elle soit issue du milieu négro-africain, quelque part, ils ont tous les mêmes besoins et les mêmes problèmes liés à leur liberté individuelle, liés à leur choix de vie, liés à beaucoup de choses. Et ça, c'est inhérent, en fait, comment je vais expliquer ça? En fait, ça n'a pas de lien direct avec peut-être la personne et son appartenance, mais ça a un lien direct avec, par exemple, comme je le dis, en fait, encore une fois, la structuration sociale. Le système patriarcal ou les structures sociales des Mauritaniens, de toutes ces composantes, ou en tout cas dans toutes ces communautés, font qu'en fait, nous vivons dans des relations peu inégalitaires ou pas du tout inégalitaires, qui créent en fait des inégalités et aussi donnent des relations plus ou moins de pouvoir, comme je le dis, entre les hommes et les femmes, et qu'il y a certains qui sont privilégiés, c'est-à-dire les hommes, et les femmes qui sont plus ou moins discriminées dans leurs droits et ça, c'est assez transversal dans toutes les communautés du pays. Que tu sois Haratini, que tu sois Poula ou Wolof, on a à peu près tous ces mêmes problèmes de soubassement. Maintenant, il y a des couches qui sont beaucoup plus vulnérables et qui ont beaucoup plus de problèmes. Vous prenez par exemple l'exemple de la femme Haratini. Ce n'est pas pour stigmatiser, mais c'est une femme qui, il y a peu de temps, était dans l'esclavage ou qui même vit encore dans l'esclavage. Donc certainement, elle n'a pas les mêmes libertés, elle n'a pas les mêmes droits, par exemple, qu'une femme qui se dit entre guillemets noble. Donc il y a des choses qu'on doit rectifier à la base et il y a des choses qui sont un peu plus ou moins transversales à toutes les communautés. Donc le combat, en fait, si je comprends bien, le combat est plus général que centré seulement sur la femme, en fait. Enfin, c'est pas le combat seulement de la femme, en fait. Oui, c'est le combat d'une société, en fait. Si on dit que le mouvement féministe, il est là, le mouvement féministe, c'est quoi son objectif final? C'est d'avoir une société beaucoup plus égalitaire, une société où tout le monde peut s'épanouir, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Donc finalement, c'est le combat d'une société, en fait. C'est une société qu'il faut réformer. Et comme je disais, en fait, par rapport à la femme mauritanienne, la femme mauritanienne, comme je disais, a des droits, a pas mal de droits, même si ce n'est pas toujours appliqué, ce n'est pas toujours bien appliqué comme beaucoup de lois et beaucoup de droits d'ailleurs en Mauritanie qui sont très peu appliqués. Mais paradoxalement aussi, je vois que en termes de statut, comment dire ça, dans le milieu, par exemple, qui occupent des places, de hautes places étatiques ou dans les grandes entreprises, il n'y en a pas autant que ça. Et comment expliquer ça et c'est dû à quoi et comment remédier à ça aussi? D'ailleurs, qui dit que la femme mauritanienne a beaucoup de droits? Justement, on a un gros problème de droits. Et ça, à tous les niveaux. Et bon, je ne sais pas, il y a beaucoup d'exemples concrets qu'on peut donner. Certains même qui ont attrait à la juridiction, par exemple. Si, par exemple, vous allez au tribunal et que quelqu'un de vous, c'est qu'on nous demande en fait d'amener des témoins. Est-ce que vous savez qu'une femme ne peut pas témoigner? Tout à fait. Est-ce que ça, quand on parle de l'égalité de droit, c'est quelque chose? Donc finalement, qui manque de droit, ce sont les femmes. Et il y a beaucoup de cas pareils. Si par exemple, une femme est mariée à un homme, par exemple, et qu'ils ont des enfants ensemble, l'autorisation parentale ne vient que du père, pas de la mère. Si par exemple, le père veut voyager avec ses enfants, il peut voyager librement avec ses enfants sans demander une autorisation quelconque. Par contre, si moi, la maman, par exemple, je veux voyager avec mes propres enfants, il faut que le mari me donne une autorisation de voyage écrite. Vous allez voir. Et si, par exemple, dans des cas de divorce, ce qui est très présent ici, vous n'êtes pas en bon terme, par exemple, avec le père de vos enfants, donc il peut vous coincer sur ça. C'est-à-dire que pour voyager, même pour voyager et même par rapport aux relations qu'on a aux enfants, ce n'est pas la même chose. Donc, si on parle de droit, il y a beaucoup d'exemples pareils qui font que
c'est l'homme ou c'est le mari en fait qui a le droit sur et son épouse et ses enfants. Par contre, l'inverse n'est pas là. Donc, vous voyez, ce cas précis de voyage, par exemple, avec moi, j'ai besoin de voyager avec mes enfants. Il faut que j'ai une autorisation écrite du papa. Alors que lui, quand il voyage, il n'a même pas besoin de m'informer. Moi, personnellement, j'ai déjà assisté aussi à un cas où l'homme avait ses enfants et il s'est fait arrêter parce qu'il n'y avait pas la mère. Et ils lui ont dit il faut qu'il prouve qu'il voilà, il a le droit de partir. Et il s'est à Nouakchott d'ailleurs. Mais ça, par exemple, même si ça arrive, c'est peut-être un cas. Ou c'est même peut-être un cas d'abus de pouvoir, je ne sais pas. Parce qu'en fait, il n'y a aucun document qui va montrer ou certifier, je ne sais pas, à part les actes de naissance des enfants. Normalement, dans n'importe quelle, face à n'importe quelle autorité, que ce soit la police ou autre, quand vous avez les actes de naissance des enfants et que vous avez l'acte de naissance du père, vous pouvez facilement savoir s'il est le père ou pas. Parce qu'on écrit le père, c'est-à-dire le nom du père dans tous les papiers civils de l'enfant. Mais il n'a pas besoin d'autorisation, c'est-à-dire il a juste besoin de ses papiers pour voyager. Par contre, pour la maman, elle a besoin de ses autorisations de chacune de ses enfants, de l'autorisation de son père pour pouvoir se déplacer. D'accord. Et là, on va aller sur un autre cas, mais toujours par rapport aux femmes, et en l'occurrence à la femme mauritanienne, et tout ce qui est la scolarité aussi. Parce que malheureusement, c'est un constat qui est accablant, que ce soit ici en Nouakchott ou à l'intérieur du pays. On voit que les jeunes filles quittent l'école très très tôt. Ouais. Et aussi, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes filles et aux parents qui nous regardent aujourd'hui par rapport à ça, et aussi par rapport beaucoup, souvent c'est dû aussi au mariage précoce. Et donc qu'est-ce que vous, en tant que féministe et en tant que modèle, vous pourrez dire? Modèle, c'est trop dire. Alors, moi, ce qu'on conseille tous les jours, on le dit, on le répète en fait, laissez les filles ou les femmes à l'école et laissez-les le plus longtemps possible et le plus longtemps qu'elles le souhaitent. C'est-à-dire ce même engouement qu'on a à faire et à débourser tous les moyens possibles pour que les garçons restent à l'école, on doit faire ce même engouement pour les filles. C'est-à-dire créer les mêmes conditions pour les filles pour qu'elles puissent étudier et qu'elles puissent étudier aussi longtemps que possible qu'elles le souhaitent. Donc cet accès au savoir est un droit. Et c'est l'un des droits les plus élémentaires. C'est-à-dire d'avoir accès au savoir, c'est-à-dire l'éducation. Donc si la personne, la femme, ait accès à l'école, par exemple, jusqu'à le primaire, et qu'elle soit contrainte de laisser les études parce que peut-être à 12 ans, on va le marier à quelqu'un, ou peut-être qu'à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui fait les vaisselles, donc on te retire de l'école pour le faire, ou parce que peut-être dans la famille, tu es la seule grande fille qui doit t'occuper de tout le monde parce que maman n'est pas là, on te retire encore de l'école, ou parce que tu as eu ton examen ou ton brevet d'études et que par exemple le lycée, je suis à Khabou par exemple ou à Ar, il n'y a pas de lycée, ou je dois aller à Célibavi pour faire le lycée que mes parents n'acceptent pas. Donc ça c'est un problème. C'est un problème qui rend en fait ce parcours très tutibé en fait de la scolarisation du fille à l'école. Donc on doit pouvoir dans nos sociétés, dans nos maisons, et même l'État doit pouvoir imposer toutes les conditions nécessaires pour que les femmes comme les hommes en fait puissent avoir accès à l'éducation librement et aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Et nous sommes toujours sur TV Touba avec Djeneba Ndiom. Donc on parle de la condition de la femme et plus particulièrement de la femme mauritanienne. Et Djeneba, j'aimerais aller sur la partie politique parce que je sais que vous êtes engagé politiquement dans la partie du président Samba Thiam. Parti FPC. Le président Samba Thiam est aussi membre que moi. Voilà. Il a un seul vote et j'ai un seul vote. Tout à fait. Donc vous êtes membre de FPC. Oui. Et on sait que, comme on vient de dire, en termes de place et d'occupation de grandes places, la femme mauritanienne n'est pas aussi représentée que ça. Et vous, en tant que femme, aujourd'hui, dans la politique, parce que vous êtes dans la politique, absolument. Dans la politique, il n'y a pas énormément de femmes, parce qu'on peut voir par rapport au nombre de ministres qu'il y a dans le gouvernement femmes, et c'est très négligeable. Donc voilà. Et comment vous vous sentez en tant que femme dans la politique aujourd'hui en Mauritanie? Et quelle place la femme a aussi dans la politique mauritanienne? Bon, la place de la femme dans la politique mauritanienne, je le dis souvent et je le répète, c'est très limite, vraiment très limite. Très limite parce que, les femmes n'adhèrent pas beaucoup dans les partis politiques.
Bon, on va peut-être chercher les raisons après. De deux aussi, même si elles adhèrent dans les partis politiques, elles n'occupent pas des postes de responsabilité. On va encore aller chercher les raisons. De trois, elles sont rarement en fait mises en fait devant, ou en tout cas, par exemple dans des congrès, s'il y en a dans les partis, par exemple qu'elles le soient dans des postes aussi, des postes décisifs en fait. Donc c'est très peu. Il y a vraiment très peu de femmes en politique, et même le peu qu'il y a sur cette scène politique, ce n'est pas des femmes qui sont souvent dans des postes à responsabilité au sein des partis. L'autre chose aussi, c'est que je disais souvent en fait que le milieu politique est un milieu d'hommes, un milieu très macho, et peut-être que souvent aussi qu'il faut encore mener des combats pour pouvoir s'affirmer et être dans des places que vous souhaitez être, ou en tout cas arriver à des places que vous méritez être dans les partis. Souvent les femmes qu'on voit, mais vraiment dans la majorité des cas, celles qui sont dans les partis, souvent ont des justes statuts de membres simples. Rarement vous allez voir une femme, par exemple, déjà diriger un parti, il n'y en a qu'un. Sur les, je ne sais pas, centaines de partis qui existent en Mauritanie, il n'y a qu'un seul parti qui est dirigé par une femme, c'est le parti de Naha Mint Mouknas. À part ça, tous les partis sont dirigés par des hommes. Et ça c'est de deux aussi, même quand on va aux plus profondes choses, c'est-à-dire qu'on regarde dans les bureaux exécutifs des partis, on va voir qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais énormément beaucoup plus d'hommes que de femmes. Souvent, même il n'existe même pas. La plupart des cas, le seul poste qu'on a dans tous les partis politiques qui revient aux femmes, c'est la Ligue des femmes. La Ligue des femmes ou la Commission des femmes, là on est sûr que c'est une femme qui s'en occupe. qui s'en occupe. À part ça, c'est un combat en interne. Et dans le cadre beaucoup plus général, beaucoup plus, c'est-à-dire de la politique d'une manière générale, que ce soit dans les chambres représentatives, c'est-à-dire à l'Assemblée, que ce soit aussi dans les institutions de l'État autres, mais vraiment il y a peu de femmes. L'État, comme je disais, avait fait une loi, une ordonnance je pense, qui contraint en fait toutes les listes électives à avoir un quota de 20%. Parce que les dernières élections, ça a été le cas. Voilà, 20%, qu'est-ce que ça représente? C'est pas grand-chose, mais est-il qu'il faut avoir quand même, il faut même aller dans ces 20%, il faut pouvoir les respecter et qu'on ait les 20% au moins dans toutes les listes électives. Voilà. Et Jenaba, on va rentrer sur un truc un peu plus chaud, parce qu'il est un peu plus chaud dans le sens où là on va parler du pouvoir précisément de l'État, parce que comme je dis, vous êtes engagé aussi politiquement. Absolument. Et là ça fait 2 ans que le président Ghazouani est en place. Et depuis ces 2 ans-là, pendant ces 2 ans-là, vous en tant que jeune politicienne, jeune femme mauritanienne et citoyenne, quel est votre ressenti en fait? Parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle est très mitigée en fait. Pour mon cas, c'est même pas mitigé, c'est très clair en fait. Ghazouani, ces 2 ans, ça va de mal en pire. C'est-à-dire vraiment, on remarque encore de plus en plus le racisme auquel on criait, le racisme qu'on disait, l'esclavage qu'on disait, les institutions de l'État qui ne sont pas fortes, beaucoup de choses, on le voit de plus en plus. Et ça, il n'y a pas besoin en fait d'être docteur en ça ou d'être justice en ça, c'est qu'on le voit, c'est palpable. Et ça, au niveau de toutes les institutions de l'État. On voit à chaque fois par exemple des listes qui sortent où c'est monocolore. C'est une seule communauté dans toute une liste, comme si les autres communautés en fait n'avaient pas de cerveau, ils ne sont pas capables de franchir en tout cas certains tests ou ne pouvaient pas le faire. Et ça c'est vraiment dans tous les secteurs clés de l'État. L'État est de plus en plus et progressivement monocolore. On va sur une seule ethnie qui se partage le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et tous les pouvoirs qui peuvent exister ici en Mauritanie. Et qui ont tout en fait ce pouvoir économique, ils ont le pouvoir politique, ils ont le pouvoir financier. Donc vraiment quelque chose d'assez visible et même de très visible jusqu'à ce que ça soit très gênant. Donc l'État mauritanien tel qu'elle a été depuis toujours un État très raciste, un État esclavagiste, un État qui est basé sur des injustices, ça continue. Et Ghazouani, il est là, il remplace son pote, son pote Aziz. Et n'oubliez pas qu'il était dans un poste très, très constant, c'est-à-dire à l'armée. Et d'ailleurs, on lui doit le blanchiment de l'armée. Et là, il est juste en train de continuer en fait son travail.
Donc c'est que certains responsables politiques de l'opposition disent comme quoi il y a eu une évolution, il y a un changement. C'est quelque chose que vous, si je vous comprends bien, que vous n'êtes pas... Il n'y a pas du tout de changement. Au contraire, c'est comme je dis de mal en pis. Et pour ces opposants qui disent en fait que les choses ont évolué, on aimerait bien savoir dans quel sens. C'est-à-dire dans quel cas précis, dans quel secteur précis on peut dire qu'il y a eu de l'évolution. Est-ce que l'éducation va mieux? Est-ce que la santé, c'est-à-dire tout ce qui régit la santé va beaucoup mieux? Est-ce que l'économie se porte bien? Est-ce que... Donc moi j'aimerais bien poser ces questions à ces opposants-là. Maintenant, il ne faudra pas que les gens nous bernent sur... quelqu'un te dit en fait tout va bien parce que tout simplement peut-être qu'il a eu gain de cause par rapport à ses intérêts personnels. Donc voilà. Mais d'une manière générale, quand on parle d'une manière générale, la Mauritanie d'une manière générale a plutôt régressé qu'autre chose. Et là, on va parler de votre cas personnel, enfin votre cas personnel de FPC personnellement. Ouais. Est-ce que vous comprenez le fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, et malgré qu'avec autant d'ouverture, parce que le président Rajono, on doit lui reconnaître une chose, c'est qu'il a quand même ouvert les portes à beaucoup d'opposants, qu'il a reçus, et chose qui n'était pas forcément le cas sous ère Aziz. Et comment se fait-il que jusqu'au jour d'aujourd'hui, FPC n'est toujours pas reconnu? Parce que FPC, c'est un parti qui dérange beaucoup par rapport à son discours, par rapport à ses principes, par rapport à beaucoup de choses. Et plus d'une fois, en fait, on a montré en fait que ce refus de reconnaissance n'est même pas sur des bases légales. Donc il n'y a aucune notification ou aucune justificatif qui peut en fait venir dire en fait voilà, FPC n'est pas reconnu à cause de ça ou ça ou ça. Ça n'existe pas. Donc c'est au bon vouloir de l'État. C'est l'État qui décide qui va être reconnu, qui ne le sera pas, qui sera ceci, qui sera cela. Donc voilà, on est soumis au gré du régime et jusque-là, on n'est pas reconnu. Et le fait aussi que le président reçoit des leaders d'opposition, ça ne veut pas dire que les choses changent pour autant. C'est vrai, peut-être que aussi le président a besoin de voir tous les opposants d'ailleurs. C'est normal en fait. Mais est-ce que dans les faits, ça a changé quelque chose? Ça n'a pas changé quelque chose. Donc on est là et on est dans une impasse. D'accord. Mais en tout cas, Djenaba, on arrive presque à la fin de cette émission. Mais juste avant d'arriver à la fin, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre association, où c'est La Voix de la Femme, dont vous êtes membre. Et donc c'est très important parce que, comme je l'ai dit, je suis très actif sur les réseaux, je ne parle pas beaucoup, je ne commande pas tout, mais je vois presque tout. Donc vous pouvez nous en parler pour ceux qui seraient éventuellement intéressés du côté de Nouakchott ou peut-être même ailleurs pour XY raison. Alors, Voix des femmes, ce n'est pas une association, mais c'est un collectif de jeunes, féministes. Un collectif de jeunes féministes qui ont voulu faire des choses. Et faire des choses, on a commencé à mettre en place des espaces de débat. Et donc il y a des espaces Voix des femmes dans pratiquement toutes les communes de Nouakchott. Et on en a aussi à l'intérieur qui fonctionnent moins bien que celles qui sont à Nouakchott. Mais on a des espaces de débat au niveau de Nouakchott et aussi à l'intérieur du pays, comme par exemple Kahaïdi, Bababé, Bogué et même je pense un peu Kifa. Donc Voix des femmes, ce sont ces espaces-là en fait qu'on a ouverts, qui sont réservés uniquement aux filles et aux femmes, quel que soit leur milieu socio-culturel, quel que soit en fait leur vie, et de pouvoir créer ces espaces-là et de libérer l'expression de la femme. Et que dans ces espaces-là, on peut traiter de n'importe quel sujet en fait. On peut même décider de juste projeter un film et après faire un débat après. On peut aussi décider, comme par exemple la fois passée, de parler des sujets aussi tabous que liés à la sexualité. Notre dernière séance de Sefra a d'ailleurs parlé de ça, autour du tabou, de la sexualité, de l'éducation sexuelle et de plein de choses. Donc des choses comme ça, il arrive aussi qu'on parle aussi de la femme en milieu politique, ainsi de suite. Donc ce sont des espaces qui sont là, qui sont ouverts à tout le monde et qui, dans pratiquement chaque commune, on a un espace. On fait aussi autre chose. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'on fait des podcasts, parce qu'on est sûr en fait que tout le monde ne peut pas peut-être se déplacer et venir dans les espaces. Et on fait des podcasts qui peut-être sont accessibles à tout le monde. Enfin, je dis tout le monde, mais c'est plus ceux qui ont l'Internet. Et ces podcasts aussi, on les traite dans toutes les langues. On a des podcasts en soniké, en wolof, en pulaar et beaucoup de choses. Et ces podcasts sont disponibles dans nos plateformes.
Et on a fait aussi une activité de campagne, en fait, des campagnes aussi sur le projet de loi qui a été proposé par le gouvernement. On avait fait des vidéos où on revient sur l'importance d'avoir la loi, sur quels sont les articles de la loi, qui composent la loi, quelles sont les thématiques que traite la loi. Donc on est revenu sur des vidéos, une série de vidéos où il y a plusieurs personnes de différents profils qui ont intervenu et surtout sur toutes les langues nationales. Et aussi le projet de loi lui-même, on l'a traduit dans les 4 langues nationales. Donc on l'a traduit en soninké, en wolof, en pulaar et en arabe et en français, ça existait déjà. Donc voilà, des choses comme ça, c'est voilà ce que fait Voix des femmes, entre autres. Mais en tout cas, je vous encourage sincèrement. Merci. Et puis, pour ceux qui veulent plus d'informations, de toute façon, il y a une page ça s'appelle Voix des femmes Mauritanie. Donc voilà, ou sinon, tout simplement, aller sur la page de Djeneba Diom et puis vous allez trouver les liens qui vous ramènera sur la page. donc voilà. Non, mais en tout cas, sincèrement, je vous encourage énormément. Merci. Et personnellement, et au nom de Tove Touba, parce que je pense que c'est très important. On a besoin de ce genre d'espace d'expression. Absolument. Pour ceux qui en ont besoin, parce qu'on ne peut pas toujours tout dire à tout le monde et n'importe où, et surtout dans notre pays, qui est la Mauritanie. Donc voilà. Et Djeneba, donc on arrive à la fin de cet entretien. Merci. Donc je tiens vraiment à vous remercier. Merci beaucoup. Et d'avoir répondu présent. Et merci. Sincèrement, on a beaucoup appris. Merci. Et c'était très enrichissant. Merci à vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion une autre fois de parler d'autres choses. Et il y a tellement de sujets qu'on peut aborder, qu'on a abordé, qu'on n'a pas approfondi. Donc, mais l'avenir nous dira et nous donnera le temps d'approfondir tout ça. Absolument. Donc, je vous laisse votre dernier mot aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, aux personnes, aux individus, à l'humanité. Et voilà votre dernier message. Et puis, moi, je vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs d'avoir répondu présent. Et je leur souhaite plein de bonnes choses. Et on se dit à la prochaine sur TV Touba. Donc, Djeneba. Alors, je te remercie. Je remercie aussi la TV Touba. Et merci, comme je dis encore une fois, de s'être intéressé à ma modeste personne. Et ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et voilà, ça a vraiment été un plaisir. Et peut-être se s'excuser s'il y a quelque part des manquements ou des choses qui peut-être ne sont pas dites comme on le souhaitait. Et puis voilà, merci beaucoup. Maintenant, mon dernier mot, c'est vraiment que chacun de nous travaille à ce qu'on ait une société beaucoup plus épanouie. Et quand on dit une société épanouie, ça veut dire qu'il y ait plus de privilégiés et de discriminés, qu'on est dans des sociétés sur des bases égalitaires et que chacun peut trouver son compte sans pour autant être soumis à une quelconque contrainte. Voilà. Merci. Merci.